Beaucoup de choses qui ont été abordées, qui n'ont pas pu être approfondies, donc n'hésitez pas à poser des questions et à leur permettre de continuer ces échanges. Bonjour, merci pour vos informations. Pour ma part, je suis animateur numérique en centre de loisirs. Donc, j'ai des ados, mais j'ai aussi des enfants donc à partir de 6 ans. Donc, moi, déjà, je voulais rebondir sur 2-3 choses que vous avez dit par rapport au numérique. Je trouve que c'est quand même quelque chose de positif parce que les nouvelles générations grandissent dans le numérique. Voilà, il peut y avoir des écarts de génération entre les enfants et les parents qui sont, sans tomber dans le cliché, des fois un peu plus largués que les enfants, et c'est ça qui peut créer des fois des conflits ou autres. Donc je trouve ça important de les éduquer quand même au numérique. Quand j'entends numérique, j'entends tout ce qui est audiovisuel. Par exemple, moi, avec les ados, je me rends compte qu'ils gèrent des logiciels de montage photo, de montage vidéo mieux que nous, quoi. Ils sont vraiment éduqués dedans. Et ma question que je soulève, elle est par rapport aux réseaux sociaux. Parce que nous, en centre de loisirs, on utilise beaucoup les réseaux sociaux et on fait participer les jeunes pour nommer des applications qui sont tous sur Instagram, TikTok et tout. Ces applications qui sont souvent diabolisées, nous on essaye de les éduquer en fait à ça et à montrer les points positifs de ces applications, à savoir l'ouverture sur le monde. Avant on se renseignait en lisant peut-être des journaux, maintenant les informations se passent peut-être plus par les réseaux sociaux, la communication. Donc oui, on peut parler de harcèlement sur les réseaux, etc. Mais on peut aussi parler de s'envoyer des informations entre amis, de communiquer sur des devoirs pour le lendemain ou autre. Donc c'est un peu différent vu qu'on est animateur et je pense avoir compris que vous êtes pour la plupart dans l'éducation nationale. Ma question, elle était, est-ce que vous pourriez emmener cette éducation aux réseaux sociaux au sein de l'école, et si oui, de quelle manière? Voilà. Alors, d'un point de vue éducation nationale, que je représente très modestement, je suis, mais alors à 100% pour l'utilisation et pour l'éducation à ces réseaux sociaux. Parce que comme vous le disiez, ça fait partie de la vie de tout le monde. Quoi qu'il en soit, on est bien obligé de vivre avec. Et donc pour vivre correctement avec, à mon avis, le meilleur moyen, c'est de connaître le réseau, savoir comment est-ce qu'il fonctionne, et puis en même temps travailler sur tout ce qui est éducation, justement, tout ce qui va être toutes les compétences sociales qu'on a besoin de développer, c'est-à-dire prendre en compte le destinataire de notre message, savoir qu'on n'est pas protégé par son écran et qu'on peut rentrer en contact avec n'importe qui, donc toute cette prévention-là. C'est aussi parler avec respect sur les réseaux sociaux, parler de harcèlement. Et c'est vrai que c'est problématique, et c'est pour ça, à mon avis, qu'il faut vraiment travailler dessus. C'est savoir avoir une étiquette, comment on peut dire, c'est-à-dire on s'exprime correctement sur un réseau social, etc. Donc il y a vraiment toute cette éducation-là qui est vraiment à faire. Alors c'est vrai que ce qui est un peu problématique, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, on peut avoir un grand décalage entre les enseignants qu'on a dans les classes et les élèves d'aujourd'hui. Suivant leur tranche d'âge, ça peut être problématique parce que justement, certains enseignants vont dire « Ah non, mais moi je préfère pas en parler, je maîtrise pas ». Et donc, quelque part, on fait un peu l'autruche. Alors que, moi j'ai envie de dire non, il ne faut pas faire l'autruche, on vit avec. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette éducation-là à faire. Et à mon avis, le meilleur moyen de le faire, c'est de les utiliser dans un but pédagogique. Et c'est ce qui existe depuis quand même, maintenant pas loin de 10 ans. Il y a énormément de choses sur le réseau social qui, à l'époque, s'appelait Twitter, qui aurait dû rester avec ce nom-là d'ailleurs, bon bref. Voilà, où il y a des tas de communautés d'enseignants qui proposent des activités, par exemple, je cite à chaque fois la Twicté, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais c'est une manière de faire de l'orthographe avec des classes de la France entière. Donc il y a une communication, une ouverture sur le reste de la France, sur le reste des pays francophones.
Et en même temps, il y a cette éducation-là aussi au réseau social. Qu'est-ce qu'on y met? Est-ce que je mets mon image? Est-ce que je la mets pas? Est-ce que j'ai le droit de photographier quelqu'un dans la classe et de mettre sur le réseau social? Voilà, ce que j'ai le droit de faire, pas de faire, etc. Un petit mot de complément en tant que pédiatre, encore une fois. C'est les parents qui donnent l'accès à Internet le plupart du temps avant l'école. Et les parents, ils n'ont pas la formation. Vous avez raison, il y a un décalage évidemment. Enfin, ils ne savent pas du tout dans quoi tombent leurs enfants. Et quand ils se retrouvent sur les réseaux sociaux, allez sur le site Cause, encore une fois, vous aurez des infos, et notamment le rapport d'Amnesty International sur TikTok. Je pense qu'il faut quand même tout à fait garder ça en tête et de ce qui se passe sur le fil TikTok et ce qu'il advient des jeunes filles notamment qui sont particulièrement touchées. Donc je pense que l'école a sa place de façon très importante, mais en deçà de ça, les enfants ont l'accès à Internet avec des parents qui ne sont pas formés. Donc moi, je plaide pour qu'on forme les parents très tôt, dès que ce bébé est dans les bras. Et justement, il y a le DSA et le DMA qui sont en train de se mettre en place bien trop lentement, qui est un rapport européen pour que justement, on connaisse les algorithmes des réseaux sociaux, on sache exactement comment cela fonctionne et que les parents et les familles et les écoles, ainsi de suite, puissent travailler dans de bonnes conditions. Actuellement, il n'y a pas de modération correcte. Les enfants partent dans des... Bien sûr que vous, en tant qu'éducateur, vous allez pouvoir discuter, échanger et prévenir, informer, mais il y a beaucoup à faire avant, parce que vraiment, on donne un objet. Moi, je dis souvent aux parents, vous donnez une Porsche à votre enfant, il n'a ni le code de la route, ni le permis de conduire, et il est complètement seul, la nuit comprise, hein, parce que évidemment, c'est ce qui se passe dans la vraie vie la plupart du temps. Donc, il faut vraiment une éducation informée beaucoup, beaucoup, avant même que l'objet soit en main, pour faire au mieux ensuite. Un petit commentaire. Alors, on est quand même au début de l'aventure de tout ce qui est numérique et il faut imaginer qu'il va y avoir encore pas mal de choses qui vont se passer. Mais alors j'ai essayé de retrouver exactement, mais en Chine, le pays de TikTok, les enfants n'ont pas accès à TikTok. Donc, même en Chine. Donc, il y a quand même des éléments qu'il faut regarder de manière... donc, en gros, on est au début de l'aventure. Donc, oui, il faut être éduqué sur ces outils, mais en même temps, on voit bien qu'il y a des limitations, et vous savez pourquoi il y a ces limitations, c'est que les algorithmes font que vous allez vers là où ça vous intéresse, et finalement, ne vous faites pas découvrir d'autres choses. Et donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut essayer de maîtriser. À la question, c'est est-ce que ça pourrait être fait à l'école? Parce que c'est la question de départ. Je pense que oui, parce que c'est vraiment là où on prend tous les enfants et on leur apprend, donc je ne sais plus le titre du passeport numérique, mais forcément il y a des choses à rajouter dans ces éléments-là à mettre en place pour que très rapidement les enfants comprennent que il y a du harcèlement, il y a ceci, il y a cela, que les outils ne sont pas neutres, qu'on va vous emmener dans un endroit et pas forcément là où il faudrait aller. Bref, oui, ça devrait être à l'école, pour répondre directement à votre question. Merci. Une autre question peut-être? Oui, j'ai une question pour le docteur Duhausika. J'ai une amie qui a depuis quelque temps de grosses difficultés avec son petit garçon de 6 ans et les écrans. Et ça les impacte beaucoup au quotidien. Donc je voudrais savoir s'il existe une consultation de ce type dans le Var. Dans le Var, Montpellier, c'est pas très loin. Lise Barthélémy est pédopsychiatre, elle fait partie de notre groupe, donc de notre collectif sur l'exposition écran, et elle est tout à fait à la pointe de ce genre de situation. Et moi, je fais ces consultations, mais en Ile-de-France, sur des enfants plus petits. Annelise Ducanda est médecin également dans notre groupe, et elle en fait un peu partout. Oui, il existe, et cette demande est de plus en plus importante parce que la gestion des écrans, malheureusement, n'a pas été faite assez précocement. Encore une fois, on va pas revenir en arrière, cette révolution est extraordinaire. Sauf qu'on a été trop vite, on a mis tout à portée de main et sans règles, sans mode d'emploi, ou très peu, ou pas assez, ou pas au bon moment. Donc oui, ce genre de consultation et ce situation, et il faut agir vite parce que 6 ans c'est encore bien. Quand il arrive à l'adolescence, c'est vraiment plus compliqué. Donc par exemple Montpellier.
Et vous retrouverez sur le site. Encore une fois, on a un site avec pas mal d'infos. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci. D'autres questions? Je peux compléter peut-être sur le VAR, alors pas professionnel de santé, mais je pense à toutes les associations d'appui à la parentalité, où effectivement la question des écrans, elle revient beaucoup. Et donc sur chaque territoire du VAR, il y a des acteurs de l'appui à la parentalité, associatifs en général, et il y a souvent, ne serait-ce que des petites conférences, voilà, où les parents peuvent participer à destination des parents, des groupes de parole de parents. C'est mieux que rien en attendant d'aller à Montpellier du coup. Bonjour, je sollicite votre avis de professionnel sur une question, j'espère qu'il n'est pas hors sujet. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi et un petit bout de chou de 6 mois. Donc ils ne sont pas exposés aux écrans. Cela dit, avec mon compagnon, nous avons été tentés quand même de leur procurer des contenus audio. Donc à travers des lecteurs CD, des compteuses, j'ai même une enceinte connectée qui peut servir d'assistant vocal. Est-ce que ce sont de bonnes ou de mauvaises idées ? Non, ce sont des bonnes idées. Il n'y a pas l'image qui va entraîner une captation de l'attention de l'enfant. Après, la meilleure voix, même si vous chantez faux, c'est la vôtre, ça c'est sûr. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Et donc, non, c'est pas un problème en soi. Évidemment, toujours pareil, si vous trouvez que votre enfant a une difficulté à quitter, à arrêter, quand il faut aller faire autre chose, ainsi de suite, là, on peut se questionner. Mais sinon, si les choses sont fluides, le son, pour l'instant, de notre connaissance, en tous les cas, ne pose pas de problème. Donc, pas de souci. D'ailleurs, en parlant des écrans, parce que souvent, on se trompe, et après, j'ai des gens qui font très attention, les écrans par Skype, Zoom, ainsi de suite, chez l'enfant, ça pose pas de problème. D'ailleurs, les enfants ne sont pas captés, parce qu'il n'y a pas les processus de persuasive design dont je parlais tout à l'heure. Donc, la grand-mère au bout du monde, on lui parle un peu, mais au bout d'un moment, le 3 ans, 4 ans ou plus grand s'échappe, parce qu'il n'y a pas de processus derrière de captation. Alors que tous les autres processus des plateformes, en passant aussi par les programmes télé et autres, là, il y a ce processus de captation, Gulli et autres, qui pose évidemment problème. Donc c'est l'image qui pose souci. On peut écouter la radio. Je peux confirmer là aussi sur le plan neuropsychologique du développement du langage. Effectivement, l'idée de pouvoir voir les vraies lèvres et mouvements des lèvres, etc., quand on entend en même temps, donc voir sa maman, ses parents, etc., parler, c'est super important dans l'interaction aussi. Entendre, il n'aura pas du coup la voix, ça ne pose pas de souci, il ne faut pas qu'il y ait que ça non plus du coup. Et effectivement, là où l'image pose problème, souvent les dessins animés ou des traductions, des fois, c'est que ce qu'on voit à l'image ne correspond pas au son qu'on entend. Et du coup, ça peut venir perturber cet apprentissage-là du langage. Oui, finalement, ça ne remplace pas l'histoire racontée par les parents, de la même manière que l'iPad ne remplace pas la maîtresse dans la classe. Merci beaucoup. Je suis accompagnante en guidance parentale et familiale au domicile des familles depuis quelques années. Et je vous remercie, docteur Diosika, de mettre en lumière aussi la prévention et ô combien la sensibilisation aux familles. Parce qu'aujourd'hui, je suis confrontée tous les jours, c'est un sujet qui m'émeut. Autant à quel point il peut abîmer l'enfant dans son développement, dans sa découverte du monde. Alors, quand je dis ça, je ne rejette absolument pas l'intérêt pédagogique quand il est encadré, structuré, qui répond à un besoin spécifique. Là où je m'alerte, c'est que, à force d'infiltrer ça par la porte d'entrée de l'école, certaines familles, attention, le banalisent dans leur structure familiale en disant oui mais à l'école ils utilisent ci, ça, autre. Et ce qui fait qu'il y a une forme un peu de banalisation qui effectivement dans le cadre familial n'est pas utilisée comme dans le cadre scolaire et qui amène de grosses défaillances, et j'ai
pas peur de ce mot-là en termes relationnels au quotidien. Moi, je vais pas donner de chiffres, mais je pense que 80% des familles dans lesquelles je me rends, chez lesquelles je me rends, j'ai la télé allumée. Si c'est pas la télé, il y a un iPad, une tablette, un téléphone dans les mains d'un enfant de moins de 6 ans. Aujourd'hui, c'est une forte réalité et je sais pas par contre si c'est l'objet premier de l'école, la mission première de l'école de sensibiliser à ça. Par contre, je pense qu'on en a tous un au niveau sociétal et autour de nous, je pense au restaurant, on les voit ces enfants avec les téléphones, les tablettes dans les mains et les ruptures de lien aussi parce que l'adulte est au téléphone, parce que l'adulte consulte, il y a un écran devant l'enfant et je pense qu'il faut faire très attention et mesurer nos propos aussi parce que quand on dit qu'un outil tel que l'écran est éducatif, certaines familles, pour elles, éducatif veut dire apprentissage, veut dire j'aide mon enfant, je suis en train de lui apprendre quelque chose. Et j'omets la neurodiversité, attention là-dedans dans mon débat, mais voilà, je suis alertée de la place que prennent les écrans aujourd'hui et surtout aujourd'hui, dans la protection de l'enfance, il y a un courant qui commence à émerger, à dire c'est une maltraitance de mettre un enfant devant un écran. J'ai fait une étude européenne sur la maltraitance. J'avais pas mis cette notion-là. Aujourd'hui, c'est en train d'émerger, et merci docteur de le confirmer, ce n'est pas anodin. Et après, je m'arrête là pour donner la parole à tout le monde, excusez-moi. Donc, vous le savez, puisque j'ai pris la parole ce matin déjà, j'ai une petite fille de 20 mois. Le jour où je suis allée à Orchestra, on m'a dit « Madame, regardez cet objet merveilleux. Youpala ». Je enlève au niveau du développement ce que ça peut entraver. Et je vois un rectangle. Bêtement, je vous jure que c'est vrai. Je dis « C'est quoi ce rectangle ?» Madame, pour mettre le smartphone quand même. Donc il y a aussi sociétalement, un engagement politique à prendre. Alors je sais que c'est pas le débat là. Merci. Mais on va peut-être essayer de répondre à la question. Merci. Alors juste pour faire un petit point sur justement l'utilisation du numérique à l'école, il me semble ce qui est aussi très important, c'est passer autant de temps passivement, et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est pas l'écran qui est nocif, c'est l'utilisation qu'on va en faire. C'est-à-dire que rester devant sans aucun accompagnement pour ne rien en faire, c'est ça qui est dangereux. Maintenant, quand vous utilisez un iPad pour réaliser un film d'animation, parce que vous allez prendre des photos, vous allez faire du montage, etc., au-delà, il y a tout ce travail d'écriture, etc. C'est tout à fait intéressant comme ça, mais dans la vraie vie, c'est pas ce qui se passe. Et c'est ce que vous êtes en train de dire. Je suis d'accord sur... Ben oui, mais le problème, la caution de l'école me revient très souvent. Je fais des conférences dans les écoles et on nous demande, ce qui est quand même troublant, on demande à cause de venir dans ces conférences parce qu'on parle du terrain et du ressenti. Et à chaque fois, on me dit, mais pourquoi l'école a fait ça? Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience et une discussion à avoir de nouveau sur... Voilà, il faut qu'on donne un mode d'emploi, il faut qu'on donne de la prévention beaucoup plus précise sur les impacts et sur une utilisation inadaptée à la maison, pardon. Et c'est ce qui se passe. Parce qu'à l'école, vous allez effectivement avoir des supports, du contenu, et là encore faut-il bien voir la qualité de ce contenu numérique, mais ce n'est pas ce qui se passe à la maison du tout. Et dans la vraie vie, c'est ce que vous dites, c'est la télévision en arrière-plan. Vous avez parlé de technoférence, hein, donc très clairement, vous savez de quoi on parle. Venez nous rejoindre au collectif sur Exposition Écran. Vous voyez bien ce qui se passe sur le terrain. Et c'est vrai que la petite musique, ah mais à l'école on fait comme ça, donc c'est que c'est pédagogique, éducatif, ce sentiment-là, les parents l'ont vraiment, et je pense qu'il y a un travail de l'école très tôt. Voilà, de repointer, ça ne veut pas dire qu'on va dire que c'est mal, mais je pense qu'on n'a pas fait assez d'efforts sur ça pour vraiment dire, par exemple dans le programme PIX, il n'y a pas assez d'éléments pour dire, les risques de sommeil, les risques de cyberharcèlement, surtout de sommeil, et sur la qualité de la vie de l'enfant doivent être prises, vraiment. Merci.